Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 79e épisode, on vous présente le diptyque Les Sœurs Fox à l'occasion de la sortie du deuxième tome. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. S'il y a une semaine, nous parlions ici même de Dieu et des religions, nous allons basculer cette semaine du côté d'une pratique beaucoup plus occulte. En effet, à l'occasion de la sortie du second et dernier tome du diptyque Les Sœurs Fox, nous allons parler de spiritisme. Le premier tome, sorti en 2017, permettait de planter le décor de ce double album qui se déroule dans l'État de New York à Hydesville, pour être plus précis. Nous y découvrions deux jeunes sœurs, Kate et Maggie Fox, qui pour faire enrager leur mère, s'amusaient à s'inventer une connexion directe avec des esprits frappeurs. Il faut dire que la maman, plutôt craintive et affolée au moindre bruit, faisait figure de récepteur parfait pour imaginer que la maison était habitée par des esprits. Les deux gamines, aussi tendres avec leur mère qu'espiègles, ont profité de la naïveté de celle-ci pour perfectionner cet art de correspondre faussement avec l'au-delà. Le problème, c'est que rapidement la chose va s'ébruiter dans le village et les Sœurs Fox vont devenir une véritable attraction que l'on va venir consulter tels des oracles. Les villageois, avides de renouer des liens avec leurs proches défunts, vont faire preuve de la même naïveté que la mère des deux curiosités. De même, la presse va préférer le sensationnalisme à la recherche de la vérité, et c'est comme cela que la réputation des deux jeunes sœurs va bientôt dépasser la petite ville dans laquelle s'est récemment installée la famille Fox. Ainsi, nous quittions Maggie et Kate à la fin du premier tome sur le départ pour la ville en compagnie de Léa, la plus grande sœur, revenue pour mettre à l'abri ses cadettes et faire fructifier leurs dons. On les retrouve alors au début du second tome, quelques années plus tard, dans la banlieue de New York, à la tête d'une petite entreprise familiale de sciences occultes. Devenues des figures importantes du monde du spiritisme, elles ont jusqu'alors réussi à faire déjouer toutes les personnes qui ont tenté de mettre à jour la supercherie. Continuant de jouer sur la crédulité des individus qui viennent les consulter, comme le richissime Monsieur Livermore qui veut garder un lien avec sa défunte épouse, les Sœurs Fox s'enrichissent et font fructifier leur réputation. Une personne connaît les Sœurs Fox mieux que tout le monde, Scott, un journaliste local, qui se proposait de révéler la supercherie dans le premier tome. En plus d'avoir un rédacteur en chef avide de sensationnalisme, le jeune Scott a aussi dû composer avec l'amour naissant qu'il éprouve pour Maggie, la plus grande des deux sœurs. Il est aussi le seul qui tentera tout pour aider la famille Fox dans le second tome, même quand celle-ci se retrouve en pleine tourmente. Vous aurez certainement compris que cette histoire est plutôt bien ficelée, elle propose un scénario bien construit que l'on doit à Philippe Charlot. Nous connaissons bien cet auteur puisque nous avions présenté ici même il y a quelques semaines le premier tome d'Ellis Island, autre diptyque qu'il a scénarisé. Pour la série Les Sœurs Fox, il s'appuie ici sur une histoire réelle arrivée en 1847 dans cette petite ville de l'État de New York qu'est Hydesville. Ces deux sœurs, qui ont commencé l'aventure du spiritisme parce qu'elles s'ennuyaient chez elles, ont posé les bases de cette pratique et c'est passionnant de retrouver ici leur histoire en bande dessinée. Côté dessin, le trait semi-réaliste de Grégory Charlet apporte au récit la sobriété dont avait besoin cette histoire pour ne pas basculer dans le spectaculaire, tout en donnant une fraîcheur à ce récit. Le dessin s'intéresse aussi aux réactions des personnages en proposant des cadrages resserrés et de grands aplats ocre et sépia en toile de fond. On se plonge très facilement dans cette histoire qui repose donc sur un terreau historique et qui laisse malgré tout planer un petit doute sur le don supposé des Sœurs Fox. Voilà un diptyque plutôt passionnant et abouti que l'on doit aux éditions Bambou dans sa collection Grand Angle qui recèle souvent des petites pépites. Disponible en librairie, le second tome permet d'avoir entre les mains l'histoire complète, histoire dont on vous recommande chaudement la lecture. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la semaine en revenant sur le palmarès du Festival d'Angoulême qui a été révélé en fin de semaine dernière.
À tout seigneur tout honneur, démarrons par la récompense la plus attendue, celle du meilleur album de l'année qui est revenu à l'accident de chasse de Landis Blair et David L. Carlson. Inspiré de faits réels et en noir et blanc, cet album à l'ambiance un peu sombre nous propulse dans le Chicago des années 50 chez Matt Dizzo, devenu aveugle après un accident de chasse. Toutefois, le jour où un flic débarque chez Matt et son fils Charlie, un secret bien plus sombre va alors être révélé. Traduit de l'américain et édité chez Sonatine, vous aurez compris que c'est un album incontournable et passionnant vers lequel vous pouvez aller les yeux fermés. De son côté, notre coup de cœur Anaïs Nin de Léonie Bischoff, édité chez Casterman, repart avec un prix du public amplement mérité. Le prix spécial du jury est remis à une bande dessinée traduite de l'anglais, Dragman, que l'on doit à Steven Appleby et qui est édité en France chez De Noël Graphique. Tanz, l'histoire de ce danseur passionné de comédie musicale que l'on doit à Maureen Mazar et qui est édité chez Le Lombard, repart avec le prix Révélation. Toujours chez Le Lombard, Ghost 111 de Marquis Sersal, Henri Scala et Marion Mousse raflent de son côté le fauve du polar parrainé par la SNCF. Un autre de nos coups de cœur de l'an passé, Podum de Zanzim et du regretté Hubert, édité chez Glénat, a de son côté raflé le prix des lycéens. Enfin, alors qu'est sorti le 9e tome en librairie, Paul à la maison de Michel Rabagliati, édité chez La Pastèque, remporte le prix de la série. Si vous voulez connaître l'intégralité du palmarès 2021, rendez-vous sur le site officiel de l'événement www.bdangoulême.com. Entamons la revue des sorties de la semaine avec un album qui nous emmène à l'hôpital à cœur ouvert que l'on doit à Nicolas Keramidas. Dans cet album, l'auteur nous raconte avec beaucoup de sincérité et d'humour l'opération à cœur ouvert qu'il a subie à l'âge de 43 ans. Atteint d'une malformation cardiaque dès la naissance, c'est sur un terrain de football que le mal fera une nouvelle apparition malgré une opération dès son plus jeune âge. De l'incident jusqu'à sa sortie de l'hôpital, il a tout consigné sur un carnet, comme l'a fait sa femme aussi de son côté, pour nous livrer ce superbe album capable d'émouvoir comme d'amuser. Bande dessinée qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse, elle est disponible en librairie et elle est éditée chez Dupuis. Chez Fluide Glacial est aussi sorti cette semaine le second tome de Merci la vie, merci l'amour, album qui regroupe de petites histoires du quotidien croquées avec humour et décalage. Avec son dessin faussement naïf, Yannick Grossetête amuse et fait souvent mouche en mettant en scène des situations dans lesquelles on peut souvent se reconnaître. En cette période plutôt morose, où il est important de rigoler un peu, voilà l'album tout indiqué si vous voulez passer un bon moment. Toujours si vous avez envie de rire, on vous conseille aussi Une vie toute tracée, album que l'on doit à un auteur surnommé le Silver. Ici, il y raconte comment, à la suite du décès brutal de son père, il a décidé de changer de vie pour mettre le cap sur Prague en République tchèque. Découvrant que chaque jour peut être le dernier, il décide de changer radicalement de vie et de laisser son passé loin derrière lui. Du moins, c'est ce que croit notre héros, car pensant s'être totalement débarrassé d'un passé parfois encombrant, il va se rendre compte que celui-ci n'est jamais très loin. Avec beaucoup d'humour, cet album qui fait 144 pages vous fera passer un très bon moment de lecture et nous le devons aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. Série vraiment amusante qui saura séduire autant les petits que les grands enfants, Raoul voit arriver en librairie la suite d'un premier tome baptisé La Belle et l'Affreux. Ce second volet, qui porte comme titre Podane, la princesse qui pue, donne le ton d'un nouveau tome qui va jouer avec l'univers des contes. Il est ici question d'une Podane très rock'n'roll qui vit au fin fond de la forêt pour échapper à son père et à une société trop hygiéniste. Notre Raoul va venir en aide à Podane quand celle-ci est recherchée par la nouvelle reine du royaume qui veut faire prendre un bain obligatoire à tous ses sujets. Vous aurez compris que ce deuxième tome est tout autant décalé que le premier et c'est jubilatoire de retrouver les aventures de ce héros imaginé et dessiné par Thébault. Déjà disponible en librairie, aux éditions Dupuis, c'est le moment de découvrir cette série amusante autant que déjantée. Terminons cette revue des sorties de la semaine avec le nouvel album de Florence Sestac intitulé Un papa, une maman, une famille formidable, la mienne. Dans son style si caractéristique,
Avec beaucoup d'humour et de tendresse, l'auteur ouvre la boîte à souvenirs pour nous raconter son histoire familiale. Née et élevée dans une famille de la bourgeoisie provinciale, elle va devoir apprendre à grandir avec un père plus préoccupé par son statut social que par l'éducation de ses enfants. Elle nous raconte aussi ses histoires d'amour, la naissance de son enfant hors mariage, l'aventure Futuropolis ou encore Mai 68. Dans un style classique qui lui est propre, elle nous livre ici un très bon album qui vous fera passer un très bon moment de lecture et qui est édité chez Dargaud. Voilà, nous en avons terminé avec ce 79e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Les Sœurs Fox, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube depuis peu. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 80e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.